Sans doute t'es déjà au courant, mais partout en France, il y a des projets industriels pseudo-écolos qui sont lancés. Et donc forcément, partout en France, il y a des collectifs qui se montent pour s'opposer à ces projets pseudo-écolos, comme Alain de Meuson. Et nous, on est allé les voir avec Johan pour qu'ils nous parlent de leur lutte. On a vu leurs réunions, on a vu leurs manifs, leurs stratégies. On a parlé à des agriculteurs, des environnementalistes, des éleveurs dans le coin, pour voir un peu les impacts de ce projet industriel sur eux. Et dans tous ces déplacements, on a été logé au Madrigal. En fait, le Madrigal, c'est un ancien hôtel qui a été squatté par les Gilets jaunes à partir de 2019, dès qu'ils ont été délogés des ronds-points. Et le Madrigal, il offre le gîte et le couvert à tous ceux qui galèrent. Et c'est là qu'entre deux reportages, t'as Malan qui est venu nous voir. Pourquoi ? Parce que Malan, en fait, il avait des trucs à vous dire. Moi, je m'appelle Malan. Je suis migrant en France, demandeur d'asile à la maison. Je remercie encore une fois le Madrigal qui, pour moi, est ma maison blanche, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que déjà, quand je pense à la situation des autres migrants qui sont dans la même situation que moi, qui vivent des conditions vraiment scabreuses, je pense que là, ici, je suis pratiquement dans le luxe. Donc là, je dis merci déjà au Madrigal. Parce que là, j'ai été reçu comme pas forcément ailleurs, quoi. Moi, c'est Félix. Du coup, je connais le Madrigal depuis 2020 à peu près. Et une des activités qu'on a ici, c'est d'accueillir les gens qui sont sans domicile fixe. Du coup, y a pas mal de gens qui arrivent de pays différents, surtout d'Afrique. Et faut savoir aussi que pour eux, c'est le parcours du combattant pour avoir les papiers. C'est pas évident. Il y en a qui lisent bien le français, mais il y en a beaucoup moins. Et les structures de l'État qui sont censées les aider, clairement, il y a des manques, ils sont pas du tout assez nombreux, il n'y a pas assez d'avocats, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis pour les aider. Avec le nouveau gouvernement, ça risque d'être encore pire. D'où l'intérêt de faire marcher la solidarité, parce qu'on peut pas laisser les gens comme ça. Comme il a affirmé tout à l'heure, le parcours du combattant, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu d'abord dans notre pays, les raisons pour lesquelles on a quitté le pays, nos terres. Ensuite, le parcours qu'on a connu dans le Maghreb, en Espagne, avant de traverser la Méditerranée, tout le monde le sait. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, il y a déjà un fort traumatisme qui nous anime. Moi, personnellement, j'étais beaucoup traumatisé. Il m'a fallu du temps pour me remettre. Mais quand les Africains veulent avoir un peu, ne serait-ce que quelques atomes de ce qu'on veut avoir comme sécurité chez nous, et qu'on vient le chercher ici, on est marginalisé. Attention, c'est les migrants, l'insécurité, attention, la drogue. Même le villageois lambda qui se promène, il voit le noir. Ah, attention, les migrants là, tout le monde est stressé là. Alors que nous ne sommes pas forcément des terroristes ou des hommes, comme je dis, dangereux. Sauf que, comme je dis, on se cherche aussi. On veut aussi profiter ne serait-ce qu'un petit peu de ce qu'on peut avoir, on aimerait avoir chez nous, mais qu'on n'arrive pas. Il faut aussi que nos dirigeants soient un temps soit peu dignes et responsables, qu'ils sachent qu'il faut comme intérêt pour les États, pour la jeunesse africaine. Si on arrive à prendre des décisions responsables, les Africains se sentiront bien chez eux. Il ne veut pas immigrer, quoi. Moi, là, tout de suite, là, si j'ai une solution, mon pays est stable, qui commence à retrouver la prospérité, là, maintenant, je ne suis pas à retourner, quoi. Mais comme je dis, ce n'est pas que dans ce sens. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de justice. Au niveau social, c'est la catastrophe. Donc, je n'avais pas le choix. On a tendance à nous afficher comme des gens qui profitent du système. Mais on ne dit pas derrière aussi ceux qui profitent du système chez nous. Il y a des multinationaux occidentaux qui ont des avantages beaucoup plus énormes. Ils ont des bénéfices énormes. Mais ils ne le disent pas. Eux, ils vont s'empiffrer des milliards qu'ils prennent en Afrique. Il y a toujours un truc de l'ordre de tant que les États occidentaux soutiendront les dictateurs en Afrique pour leurs intérêts économiques, le même système restera en place. T'en penses quoi, toi? Il y a un système de domination qui a été perpétré depuis plus de 600 ans. Bon, là, je ne vais pas trop rentrer pour dans l'histoire. On ne parlera même pas de la colonisation, je ne parlerai pas de l'esclavagisme. Je n'aime pas me victimiser. Mais je veux dire que c'est une chaîne. Et cela existe depuis plus de 6 siècles. Donc, et ça continue. Là, maintenant, on parle de néocolonisation. C'est une autre forme de la colonisation. Est-ce que la France elle-même accepterait que la Chine imprime ses billets? Non. Est-ce que l'État imprime les billets de 14 pays africains? Et on dit c'est normal. Mais c'est une autre forme d'appauvrissement. C'est un système, en fait, un système que je dirais machiavélique qui est en place et qu'il faut combattre. Tous les pays qui ont osé, d'une part, s'opposer à ce système-là, bon, ils ont été sanctionnés. Je vais citer l'exemple de la Guinée, avec l'opération Persil, qui a détruit la monnaie guinéenne jusqu'à aujourd'hui. La Guinée ne se retrouve pas. Le bombardement de la Libye, sous prétexte d'imposer une démocratie. Bon, là, maintenant, on est en 2024. Est-ce que c'est la démocratie en Libye? Non. La Libye a été déchiquetée en plusieurs morceaux. Il n'y a pas de démocratie en Libye. Il n'y a que des terroristes, que des migrants qui sont esclavagisés. Pendant ce temps, on veut combattre des deux dirigeants pour soi-disant imposer la démocratie, mais en même temps, on soutient deux dirigeants qui ont fait plus de 40 ans au pouvoir, mais qui ne foutent rien de bon dans les États africains. Je ne dis pas que c'est la faute aux dirigeants européens, non. Je dis que, je sais pas, dit tout à l'heure qu'il y a des causes internes à l'Afrique et il y a des causes externes. Voilà. Moi, comme il dit, je continue de me documenter, j'en apprends beaucoup,
Pas dans l'objectif de nuire à quelqu'un, pas dans l'objectif d'accuser les Occidentaux, mais pour avoir un background, certaines connaissances. Puis surtout, dans ce que tu dis, d'un côté, il y a la population, et de l'autre côté, il y a les agissements de l'État. Cette minorité qui sont chez nous, l'État, des ministres qui roulent dans les voitures de 200 millions, ils font des détournements de deniers publics, ils viennent les poser dans des coffres forts ici en France. L'État français voit et ne dit rien. Bon, puisqu'elle gère ses intérêts, chaque l'État n'a pas d'amis, l'État connaît des intérêts. Mais en même temps, de certains pays qui ne font pas forcément les quatre volontés des puissances occidentales, alors là, il y a les sanctions tout de suite. Cela peut être résulté aussi au fait qu'il y a une duplicité entre les États occidentaux qui étaient censés aider les pays africains à se développer, soi-disant, à combattre le terrorisme. Donc il y a beaucoup de facteurs. Parce que chez nous, comme ça, l'influence française, elle est énorme. Moi, chez moi, en Côte d'Ivoire, chez nous, on dit quand il pleut à Paris, habillé à mouiller. C'est pour dire que l'influence française est énorme. Nous, on le sait en Afrique, la France est la cinquième puissance mondiale en termes d'armée. Mais bien 10 ans après que la France soit présente dans les pays, dans les États sahéliens, on a l'impression que le terrorisme s'est propagé encore plus, s'est gangréné encore plus dans les États. Bien qu'on ait la cinquième puissance, il y a toute l'Union européenne, il y a les bases américaines. À la base, on avait cette impression que si ceux-là viennent, on se sentirait plus ou moins en sécurité. Mais alors que non, la situation s'est empirée. Donc l'aide n'était pas, disons, n'était pas une vraie aide. Mais comme je le dis, quand un Africain noir, et bien un Africain issu de l'immigration le dit, il est perçu comme un terroriste tout de suite. Non, il ne faut pas parler. Tu es en France, tu profites des aides, tu la fermes. D'autres disent leur sur la France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Non, je ne déteste pas la France, je n'ai pas non plus un sentiment anti-français. Parce que lorsqu'on dénonce tout cela, c'est pas comme si on est dans l'émotion. Nous ne sommes pas dans l'émotion lorsqu'on le décrit. C'est des faits historiques. Et tu as déjà subi du racisme en France? Ici, honnêtement, j'ai jamais stressé. J'ai toujours presque tout à ma disposition. Déjà, j'ai un gîte, j'ai mon intimité, comme j'ai dit. Contrairement à beaucoup qui sont dans les rues actuellement, moi, j'ai la chance d'avoir mon intimité, ma chambre à moi. On nous respecte, malgré notre couleur de peau, on nous respecte, on n'est pas... Ça va, il n'y a pas de complexe, ça va. Moi je peux dire qu'une fois j'ai une petite anecdote. C'est que y a quelqu'un qui était sans abri aussi qui est venu ici et qui avait des discours racistes. Et en fait, les personnes racisées qui étaient ici n'osaient pas dénoncer ce racisme par peur de faire des vagues. Et du coup, c'est moi qui ai été obligé au bout d'un moment de dire non, mais des discours comme ça, ici, on ne les accepte pas. Pour moi, c'est important ce truc-là d'oser mettre le doigt où ça fait mal. Quand on voit un discours raciste, faut pas passer à côté, c'est pas anodin, quoi. Parfois, on fait face à ces réactions racistes, là, comme il a dit. Mais généralement, on se dit... D'abord, il faut on se met en tête qu'on n'est pas chez nous. C'est vrai que c'est pas une raison pour laquelle il faut qu'on laisse tout passer, mais quand même, on n'est pas chez nous. On essaie au maximum de respecter tout le monde, les Français, parce qu'ils sont chez eux. On respecte l'État, les lois. Déjà, c'est la base, quoi. Le fait d'avoir le droit du sol et qu'on n'est pas inquiété, il faut déjà être reconnaissant envers l'État, même s'il y a beaucoup de maladresse ou de problèmes. Mais il faut rester discipliné, il faut suivre la procédure, il faut rester intègre, parce qu'on est venu pour une chose, la cause qui nous a fait quitter notre pays. Si on a vraiment quitté notre pays pour des problèmes, arriver ici, on ne va pas encore créer des problèmes aux Français chez eux. Donc, bien, il faut savoir faire face au racisme, mais il faut rester discipliné pour ne pas donner raison aussi à ces racistes, en fait. Après, être chez soi, chez eux, en vrai, c'est des frontières qui sont tracées par les États. Du coup, ça veut dire quoi? Enfin, au final, on est chez nous sur Terre, non? Tout le monde ne pense pas comme ça, en fait. Voilà, tout le monde ne pense pas comme ça. Moi, je me dis souvent que je suis citoyen du monde. Je suis citoyen du monde, c'est vrai, mais déjà, il y a les limites administratives. On sait que la France, il y a un périmètre. Quand même, il y a la France, tu vois, il y a l'Europe, il y a tout. Chaque pays a une identité. Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose en particulier que tu aurais envie de raconter? Nous ne sommes pas là de façon volontaire. Ça plaît à personne de quitter sa famille, ses enfants, sa mère ou des parents pendant longtemps. Il y a ma fille qui est née, je ne l'ai jamais vue. Elle est née quand j'étais parti au Maroc. Jusque-là, elle a 4 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais vu, si ce n'est sur Internet, par WhatsApp. Je n'ai jamais vu physiquement, on n'a pas de lien. Ça me fait mal, j'aimerais pouvoir la retrouver, mais je ne peux pas. C'est difficile. Il y a des raisons vraiment valables et palpables, sérieuses, qui me poussent à quitter mon pays. Voilà, comme je dis, je ne justifie pas l'immigration, mais j'explique. Cette analyse-là, telle que tu nous la présentes, en fait, tu l'as acquise au fil des discussions avec tes amis et tes collègues une fois arrivé ici? Effectivement, c'est ici que j'ai appris ça. Ici au Madigal, on a notre bibliothèque là. Je ne sais pas si vous avez vu la salle, le côté là. J'ai pris un exemple sur le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc ou le capitalisme du désastre. Mais quand tu lis ces livres là, tu arrives à comprendre. Et le Madigal m'a donné cette chance à travers le livre. Ici, j'ai tout. Il y a des vêtements gratuitement. Là, je suis presque dans mon 31 là. C'est grâce au Madigal. Je me documente, je lis, je fais des recherches.
le temps que ma procédure soit en cours, en fait. Donc, c'est un avantage, j'en apprends. Je profite aussi pour conseiller aussi à tous les migrants qui sont dans la même situation que moi, d'apprendre, de ne pas rester là, dormir sur les lauriers. Il faut apprendre, il faut s'informer, il faut s'ouvrir aux gens. Il ne faut pas se victimiser tout le temps, mais il faut être vivant, quoi.